La grossesse, l'un des meilleurs moments de la vie d'une femme, surtout quand tout se passe bien sur le plan santé. On attend durant 9 mois, parfois un petit peu moins ou un petit peu plus, pour pouvoir mettre au monde notre bout de chou et le chérir, même si très souvent les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Nous parlons ce jour d'un sujet très sensible, l'autisme. Bienvenue à tous sur ce programme Sacrés Parents, votre émission consacrée à la santé, mais surtout à l'éducation de nos enfants. Mon enfant est autiste, c'est le thème du jour. Au sommaire, le casse-tête dans la rue, nous avons posé la question de savoir à des passants ce que c'est l'autisme. Dans la cuisine, tout à l'heure avec Maman Élise, nous pourrons goûter à de bons petits plats faits à petit prix. Et donc, ce moment que vous avez durant l'émission de poser toutes vos questions aux spécialistes qui se fera un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas le futur papa qui sera avec nous tout à l'heure pour partager des accessoires, pour nous montrer des astuces à utiliser au quotidien pour être bien avec nos enfants. Enfin, les petits génies, vos petits à la maison font des choses extraordinaires. Vous réussissez à capturer des moments étonnants de vos enfants. Vous avez bien envie de partager ces vidéos avec nous. N'hésitez pas. Rendez-vous simplement sur la page Facebook en tapant Sacrés Parents. Bienvenue une fois de plus à tous. L'émission commence tout de suite. Pour être avec nous, voici comment faire. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Bienvenue à tous une fois de plus. Je me trouve au cœur de la maison, la cuisine, avec Maman Élise. Comment tu vas aujourd'hui, Maman Élise? Très bien, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Nous allons manger un ragoût de pommes de terre. Ragoût de pommes de terre. Avec des petits légumes Avec des petits légumes. et juste un peu de viande. Ragoût de pommes de terre avec des petits légumes et juste un peu de viande. On va se régaler tout à l'heure. Pour l'instant, on va accueillir nos invités. Monsieur Maurice Somo, qui malgré son emploi de temps chargé a bien voulu être avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Monsieur Somo. Merci, madame. Il n'y a pas China, madame. Je veux dire, c'est un plaisir d'être invité à cette belle émission. Je ne peux pas un emploi de temps chargé lorsque je vais me mettre en compagnie de si belles dames. Ah, je me sens flattée. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Avec nous également sur ce plateau, Danielle, jeune maman qui vit l'émotion de l'autisme. Elle a accepté de partager avec nous son expérience de maman tout simplement. Bienvenue. Merci. Danielle, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Très bien, dans quelques instants seulement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant le casse-tête, dans la rue, nous avons posé la question à des passants. C'est quoi l'autisme? Je vous propose de suivre. L'autisme, en fait, j'ai carrément entendu parler de l'autisme. Moi, je sais que c'est quand quelqu'un est mentalement instable. Donc, en fait, c'est lui qui a une maladie mentale, quoi. J'ai jamais eu l'occasion de fréquenter un enfant autiste. L'autisme, j'ai entendu parler de l'autisme, mais c'est pas vraiment quelles caractéristiques ça a comme effet. C'est que c'est une maladie quand même qui touche beaucoup plus les enfants. Mais je ne maîtrise pas vraiment la profondeur de la chose. Donc, les caractéristiques de la maladie, je ne sais pas trop. Donc, je n'ai pas encore eu affaire aux enfants et encore moins un enfant autiste. Je connais l'autisme et à mon humble sujet, je pense que c'est une maladie qui touche une certaine tranche, peut-être une certaine tranche d'âge. Je pense plus les enfants qui ont des difficultés à s'exprimer, à apprendre et des difficultés d'apprentissage en fait. Ils sont beaucoup plus rétractés, toujours dans leur coin quoi. Ils ont des difficultés avec le social, à s'adapter avec les autres, à se mélanger avec d'autres enfants parce qu'ils sont souvent mis à l'écart. L'autisme, à mon humble avis, est souvent très souvent considéré comme étant un trouble de développement mental de l'enfant avec ou sans déficit intellectuel.
on peut très souvent la confondre à une pathologie, souvent très rare mais aussi très sévère. Personnellement, j'en ai déjà rencontré. Bon nombre, mais il était difficile pour moi de les côtoyer de plus près parce qu'ils sont des personnes très difficilement accessibles. Bienvenue, nous sommes de retour sur ce plateau. Sacrés Parents se poursuit. Après le casse-tête, je me retourne vers vous, Monsieur Maurice Somo. Nous avons entendu énormément de choses. C'est quoi l'autisme? Je vous pose la question. Bon, très bien. Je disais tout à l'heure que nous allons essayer d'être suffisamment prosaïques pour que nous nous fassions comprendre par une majorité de personnes. Nous ne sommes pas dans une salle de classe ou un amphithéâtre pour développer des concepts assez complexes. Nous allons partir de deux concepts, celui de la pathologie et celui de la normalité. Alors, lorsque un enfant présente certains comportements qui ne sont pas habituels, auxquels on n'est pas habitué, ou bien auxquels on n'est pas en droit de s'attendre, on dit que cet enfant est pathologiquement atteint. Ce n'est pas un enfant normal. Vous savez, l'enfance est une période au cours de laquelle l'individu développe une activité ludique dans un processus de socialisation. Et ce processus de socialisation suppose une interchangeabilité constante au cours de laquelle il échange avec ses parents de même âge, ses amis d'enfance, ses amis de jeu. Il développe des activités ludiques. Quand on voit l'enfant le faire, c'est un enfant normal. Lorsqu'à un moment donné de la vie de cet enfant, il y a une rupture de ses activités et que l'enfant a tendance à s'enfermer dans un univers dans lequel il rejette l'autre et se replie constamment sur lui-même, à ce moment, on commence à soupçonner qu'il n'est pas du tout normal. Commencent donc des supputations d'un certain nombre d'attitudes autistiques, c'est-à-dire une forme de repli sur soi-même de l'enfant avec rejet systématiquement de l'autre. Et du coup, on a l'impression qu'il a développé un monde dans lequel il s'est enfermé, qu'il comprend tout seul, et avec des êtres fictifs qu'il voit et que le commun autour de lui ne voit pas, avec des activités qu'il ne partage pas avec les autres, et ce qui suscite forcément l'inquiétude des parents, et qui, en fait, pense que c'est un enfant qui n'est pas normal. Donc, on va commencer à parler d'autisme dès lors que l'enfant, dans ce qu'il mène comme activité, n'échange pas avec ses pairs, donc n'est pas un enfant tout simplement normal. Voilà. Très bien, ça me permet, Daniel, de te poser la question à toi, de savoir à partir de quel moment tu constates effectivement que ton enfant ne se comporte pas comme les autres. Donc, en fait, le processus de diagnostic a commencé à partir de 2 ans. Oui. Avant 2 ans, il ne répondait pas à son nom, il ne regardait pas, il courait dans toute la maison. Bon, chez nous, on dit souvent que les garçons se développent un peu plus lentement que les filles. Et donc, ça prenait du temps et ça n'a pas attiré vraiment l'attention. Mais au fil du temps, on se rendait compte qu'il ne communiquait vraiment pas, il ne parlait pas. Il ne faisait même pas les babillages que les autres enfants de son âge. Normalement, à 2 ans, il y a des enfants qui commencent déjà à émettre certains sons. Alors, je conseille d'une amie, elle me dit, va voir un orthophoniste. Parce qu'en général, on dit le langage commence par l'écoute. Donc, peut-être il ne répond pas son nom parce qu'il n'entend pas. On va chez l'orthophoniste, il fait des tests, il dit non. L'enfant entend. On fait des tests ERP, je ne sais pas, docteur, vous savez. Il y a un test du cerveau qui permet de voir si l'enfant reçoit les sons depuis l'oreille. Absolument. Tout est OK. Après, on dit non. Il faudrait qu'on aille voir une pédopsychologue. Voilà, pédopsychologue. Voilà, pédopsychologue. Et donc, arrivé chez elle, ils ont ce qu'on appelle des tests. Ils font des tests et selon les tests, ils vont faire ce qu'on appelle... il y aura un score que l'enfant aura et sur cette base, on pourra vous dire si l'enfant est autiste et à quel niveau. Donc, c'est comme ça qu'on vous dit, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il vous regarde. C'est comme ça que sur la base de tout ce qu'on a fait comme examen, on a pu dire que voilà, il est autiste. Donc, si moi je résume comment moi j'avais compris à l'époque, on me disait voilà, si votre enfant a 2 ans physiquement, oui,
En âge mental, il a 7 mois. Donc j'ai toujours pris cette explication aussi simple pour me dire que voilà, donc il y a un gap qu'il faut rattraper. Mais maintenant, avec tous ces problèmes-là, il y a ce qu'on appelle des stéréotypies. L'enfant, il y a des comportements qui sont installés. Et donc voilà, il vit dans son monde, il est dans sa bulle. C'est le moment de rattraper, mais bon, à partir de 2 ans, pour dire vrai, c'est à partir de 2 ans qu'on a pu... Monsieur Somo, à partir de quel âge? Elle parle de 2 ans, mais il y a des familles en Afrique notamment où on vous dit chaque enfant a ses méthodes, chaque enfant vient de sa façon. Ça veut dire que si mon enfant a marché à 2 ans ou parlé à 2 ans, le tien ne va pas forcément marcher à 2 ans et parler à 2 ans. À partir de quel moment il faut réellement s'inquiéter du comportement de l'enfant? À partir de quel âge il faut commencer à vraiment s'inquiéter? Oui, c'est vrai, vous avez très bien fait de spécifier que chaque enfant est un individu entièrement à part. C'est-à-dire qu'il y a des particularités chez un enfant qu'on ne va pas forcément constater chez l'autre en fonction de ce qu'on appelle le développement psychomoteur et affectif, qui est lié à deux choses. Il y a des facteurs environnementaux, l'environnement dans lequel l'enfant grandit, et puis il y a le bagage génétique, c'est-à-dire ce avec quoi génétiquement, biologiquement, l'enfant naît avec. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander que tous les enfants aient à la naissance 1 mètre. Il y en a qui vont naître avec 2 nanomètres. Bien sûr. Voilà, donc forcément, il y a des particularités pour chaque enfant. Bien. Sauf qu'il y a au-delà de ces particularités quand même un certain nombre de généralités et qui fondent ce qu'on appelle en fait des principes de croissance. On suppose que dans un espace donné de temps, il y a certaines attitudes et certaines aptitudes qui doivent déjà être décédées chez un enfant. On dit, après 1 an, voici ce qu'il devrait déjà pouvoir faire. Alors on commence donc à s'interroger lorsque 1 an passé, un peu plus, l'enfant ne répond pas à un certain nombre de stimulations. Alors, c'est simple, les médecins vont vous le dire que lorsque vous avez un enfant à 6 mois déjà, lorsque vous baladez devant lui un objet, logiquement, il doit pouvoir suivre le déplacement de cet objet. Voilà. Lorsque un enfant a un certain âge, lorsque vous émettez un cri, logiquement, il doit pouvoir au moins cligner les yeux pour les orienter dans la direction de provenance du cri. Donc, il y a certaines petites choses comme ça qui font que l'enfant, même déjà très petit, moins de 6 mois, vous allez constater qu'il y a des enfants qui sont totalement indifférents à l'objet qui vient se balader devant les yeux. Il y a des enfants qui sont totalement indifférents aux cris autour d'eux. Donc, lorsque ces signes sont nombreux, pour un enfant donné, en ce moment, on n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour commencer à soupçonner déjà des tendances autistiques. Mais maintenant, il faut peut-être confirmer, après 2 ans, que ces signes se consolident pour conclure déjà, après l'avis d'un spécialiste, que cet enfant est autiste. Alors, à 2 ans, Daniel, on t'apprend à l'hôpital que ton fils est autiste. À cette époque, est-ce que tu sais ce que l'autisme signifie? Non. Est-ce que tu sais ce à quoi tu dois t'attendre? Non, non, non. Je ne sais pas. Je veux me convaincre en disant non, il a un retard de développement. Je me suis dit cette phrase au moins pendant 6 mois. Je me suis dit non, c'est pas l'autisme. Parce que quand j'allais sur Internet, après ça, j'ai vraiment dormi sur Google. Les nouveaux parents, Internet, j'ai écumé le net, fouillé des livres. Mais jusque-là, ça ne change pas la réalité que vous avez à la maison. Parce que vous voyez différents signes. Par exemple, on va vous dire, il y a des enfants qui se cognent, il y en a qui se, comment on appelle ça, qui se mutilent. Lui, automutilation. Voilà, automutilation. Par contre, lui ne le faisait pas. Il n'était pas violent. Donc, vous vous retrouvez dans un monde où chaque enfant naît avec son caractère. Au-delà du fait qu'il soit autiste, chacun, comme le docteur l'a dit, un enfant peut être autiste, mais il n'a pas le même caractère que l'autre, selon ses, je ne sais pas le mot que vous avez utilisé, le bagage voilà, génétique. Voilà. Donc, je ne savais pas de quoi il était question. J'ai dû fouiller, mais je peux vous dire, vous avez beau fouiller pendant 1 an, la définition du net ne va jamais dépasser celle que vous vivez à la maison. C'est-à-dire, avec le temps, on se forge une définition de l'autisme, en fait. L'autisme, est-ce une maladie mentale? Bien, il y a globalement ce qu'on appelle les troubles de comportement. Oui. Qu'il faut distinguer des désordres de conduite. Alors, un comportement, en fait, c'est une attitude
qu'un individu a qui répond certes à une stimulation donnée, mais qui sur le plan rationnel peut être interprété comme tel. C'est-à-dire que cela engage la responsabilité et même une explication de celui qui pose un acte. Donc les personnes adultes se comportent. Ils se comportent d'une façon ou d'une autre. Si là, de votre posture, vous décidez de sortir, c'est un comportement que vous affichez en raison de ce que vous recherchez, d'un objectif qui est recherché. Mais maintenant, il y a tout simplement ce qu'on peut appeler de conduite, des attitudes qui sont en fait un état mécanique, j'allais dire même mécaniste. C'est-à-dire qu'une stimulation donnée implique automatiquement une réaction. Alors, les enfants affichent beaucoup plus donc des attitudes qui sont des réactions automatiques ou automatisées à des stimulations qui sont précises, de façon à ce qu'ils soient même catégorisés. Donc, sur une dizaine d'enfants qui sont stimulés de la même manière, on s'attend à ce qu'ils réagissent tous exactement de la même manière. Oui. Donc, il n'y a pas un temps d'analyse. Bon, alors maintenant, l'attitude autiste ne peut pas être classée comme une maladie mentale, donc comme un désordre psychotique complètement établi, mais tout simplement une mauvaise interprétation et une crise d'analyse de l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. En d'autres termes, l'autisme vient de ce que l'enfant, du point de vue de sa constitution physiologique et des éléments qu'il a reçus dans son environnement, n'est-ce pas, n'a pas un temps d'analyse ou que ce temps d'analyse est parfois infiniment long, de façon à ce qu'il puisse réagir exactement comme le ferait un enfant normal. Je vais vous surprendre en vous disant que plus tard, vous allez constater que ce n'est pas parce que l'enfant autiste ne réagit pas à certaines excitations qu'il ne réagit pas du tout. Ils réagissent parfois après une certaine attente. Il a besoin de l'eau, vous lui donnez de l'eau, il regarde, mais il ne prend pas le gobelet et il ne boit pas. Mais après un temps, il se saisit du gobelet et boit quand même. Le temps d'analyser son besoin, l'excitation qu'il a reçue et d'adapter une réponse est si long qu'à un moment donné, on l'assimile à une certaine indifférence. Donc, par contre, les maladies mentales, globalement, sur le plan nosologique, comme d'ailleurs sur le plan nosographique, peuvent être décrites avec un certain nombre de précisions. Mais c'est très difficile aujourd'hui. Aucun spécialiste ne vous donnera une description, et madame a raison, ne vous donnera une description définitive des attitudes. On va donner certains exemples en fonction de chaque enfant. On vous dira, voici ce qu'il fait, mais globalement, n'est-ce pas, le trait caractéristique pour tous les enfants autistes, c'est l'indifférence qu'ils manifestent dans la communication avec son environnement. C'est ça qui est la caractéristique principale. D'accord. Maman Elise, à une certaine époque, aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué. On peut vous dire à l'hôpital, quand votre enfant a 2 ans, qu'il est atteint d'autisme. À une certaine époque, on restait avec les enfants à la maison. On n'entreprenait rien sur le plan médical, surtout les enfants atteints d'autisme. Comment ça se passait? Ça se passait que quand on ignore quelque chose, on ne peut même pas savoir où ni à qui s'adresser pour trouver une solution. Quelquefois, on te disait, comme on dit chez nous, ça veut dire que cet enfant n'est pas plein. Il lui manque un élément quelque part ou un organe n'est pas complet. Oui. C'est comme ça qu'on définissait ça. Donc, c'était tout, on restait à la maison. On restait à la maison, on essayait de voir comment... De toute façon, chaque femme qui a son enfant va toujours trouver un moyen que Dieu va lui donner pour communiquer avec son enfant et son entourage au fur et à mesure. Et c'était ça. Mon enfant est autiste, c'est le thème du jour. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacrés Parents. Notre émission se poursuit. On va s'arrêter un instant pour la question du jour. Et Doc, on se retrouve juste derrière.
Mon enfant est autiste hyperactif et donc j'ai peur de l'emmener se promener. Est-ce une erreur? C'est une erreur, elle est même grossière. Pourquoi on ne l'amène pas se promener, justement, puisqu'on a l'impression que l'enfant est coupé de son environnement. Et donc, c'est justement qu'il faut l'amener se promener pour qu'il échange avec cet environnement. Bon, il est hyperactif. Oui, l'hyperactivité, en fait, c'est que le fait que l'enfant soit coupé du milieu extérieur fait que il est introverti. C'est-à-dire que il y a comme des pulsions qui sont en lui, mais qui sont reversées au plus profond de lui, et il a forcément besoin de les libérer, donc de s'investir à travers l'activité ludique pour se libérer et être totalement épanoui. Donc, l'amener se promener peut avoir pour effet de permettre que, même de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'au plan instinctif, qu'il puisse poser des actes, même si ces actes ne sont pas une émanation d'une volonté claire et venant de lui. C'est-à-dire qu'au passage, il peut trouver un ami, quelqu'un qui passe, et à qui il peut faire une tape, même si cela n'est pas forcément une attitude qui le caractérise, mais eh bien tout simplement sur le plan instinctif, parce que le caractère humain qui est le sien, l'être par essence étant un être sociable, il peut le poser et cela peut contribuer à le sortir progressivement de cet environnement. Il faut donc l'amener qu'il sorte pour éviter, n'est-ce pas, cette forme de claustrophobie, pour une forme d'agoraphobie, c'est-à-dire que la crainte, n'est-ce pas, des grands milieux qui le développent, justement, peut devenir plutôt une crainte des petits milieux dès lors qu'il commence par ses sorties à se libérer, à se trouver, justement, dans ces milieux grands et ouverts. Parfois, tu passes... Ah bah, qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Non, il faut lui demander. 95. Poser la question, monsieur. 97. Mais on peut plus faire... Son enfant arrive, Daniel. Ah, d'accord. J'étais, en fait... salut à tout le monde. En fait, il ne faut pas cogner quand tu arrives, il faut entrer. Ça va. C'est que je vous ai trouvé en discussion très sérieuse avec M. Somo, donc je n'ai pas voulu déranger. En fait, je voulais partager aussi ça avec vous. Hier, j'étais avec une amie. Elle est allée voir son Ah oui, j'ai beaucoup d'amis. En tant que futur papa, je discute avec d'autres personnes qui me font partager leurs expériences. Et donc, j'ai eu la chance d'accompagner une amie chez son spécialiste. Et après avoir discuté pendant quelques minutes, son spécialiste lui a dit en fait que son enfant était autiste. Et le premier conseil qu'il lui a donné, il lui a dit « Madame, soyez forte ». Et donc moi aussi, j'ai décidé que puisque j'aurai mon enfant bientôt, il fallait que je sois fort. Alors j'ai commencé par des exercices physiques, c'est ce que j'ai commencé là. Et donc au fur et à mesure, il y a d'autres astuces par exemple. Très belle tenue de sport. Le tennis là, j'ai peur pour toi. Non, n'aie pas peur. Donc n'aie pas peur, tout est sous contrôle. Donc il y a ça, il y a des exercices physiques par exemple. Et il y a également, son docteur également lui a conseillé parfois de se plier à des séances de méditation. Donc je vais vous laisser continuer un instant pendant que moi je fais ma petite méditation. J'ai envie de rester comme ça aussi. Alors Daniel, je te demandais justement de savoir ce qui s'est passé entre la période où tu apprends l'autisme de ton fils et où tu finis vraiment véritablement par l'accepter. Qu'est-ce qui se passe au milieu là? Il se passe qu'on est perdu, il se passe qu'on se sent seul, il se passe qu'on aimerait expliquer à tout le monde qui nous regarde en route pourquoi est-ce que l'enfant réagit d'une certaine façon. Il se passe qu'on culpabilise. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pendant les 9 mois? Il se passe qu'on a beaucoup de colère. Mais après, on arrive à... Non, je dis, ça dépend de chaque personne, hein. Il y en a qui peuvent se décourager, mais je pense que l'instinct maternel nous pousse souvent à faire des choses. On se dit, c'est bien beau de pleurer, c'est bien beau de faire ceci, mais ça ne va pas apporter la solution, ça ne va pas aider l'enfant en fait. Il n'y a pas que l'aspect maternel, il y a aussi l'aspect paternel. Oui, j'en viens, t'inquiète pas. Je l'ai entendu en pleine méditation, quand j'ai dit objection, il y a aussi l'instinct maternel. Je reviens. Donc continuez, voilà, madame. On cherche des questions, on cherche des réponses, je veux dire, et on se dit... Qu'est-ce que les autres font? J'arrive à cette question, à cette conclusion. Comment ça se passe à l'extérieur? Et c'est comme ça qu'on commence à écumer les forums. On se rend compte qu'il y a des thérapies qui existent.
Et ce n'est pas parce que les thérapies existent qu'elles peuvent s'implémenter facilement en nous. Il faut aller vers les spécialistes. Bref, on entre dans une quête de réponse, quête de solutions interminable. Et en passant par là, le quotidien très difficile avec l'enfant, la propreté, comportement en public. Vous sortez pas, hein. Le moment d'accepter, vous n'allez pas amener l'enfant quelque part, il n'arrive pas à l'incontinence, c'est pas encore là. Faire popo, c'est pas trop ça. Un enfant de 2 ans, vous le changez en public. Des couches, on vous regarde toujours dans le taxi. Si quelqu'un arrive, les enfants, souvent, ils disent, mais attends, c'est qui là? Ils commencent à crier. Enfin, il y a tellement de choses à accepter. Les événements chez les copines avec les enfants, vous ne pouvez pas aller parce que vous vous sentez mal. Tout le monde dit tata, maman, le vôtre est là, il vous regarde. Au pire, il commence à tout casser. Donc, ça a été très, très, très difficile. On oublie tout pour revenir au papa. Il y a même l'impact au niveau du foyer parce qu'on néglige le partenaire, on se concentre plus sur l'enfant. Voilà, tu veux rien comprendre, tout ce qui t'intéresse. Voilà, l'enfant, tu veux comprendre ce qui se passe. Donc c'est un moment de... Ce que le docteur a oublié de dire, c'est que la position de l'autiste, ça fait quand même mal. Donc j'ai devoir me lever un instant. On cherche des solutions et c'est là où en tant qu'Africain ou toute personne, la religion intervient. Ça vient apaiser le cœur et vous vous dites... Voilà, si Dieu a voulu ça, comme on dit, ça veut dire que je peux supporter et je suis capable de trouver des solutions. Et juste pour cette petite parenthèse, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'en général, face à une difficulté, lorsqu'on commence à chercher des solutions, il y a des voies qui s'ouvrent, des choses que vous n'aurez pas pu voir si vous étiez resté. Voilà. Donc, la question qu'on est même tenté de se poser, est-ce que l'autisme est vraiment une pathologie aussi grave qu'il faille à un moment donné s'en alarmer? C'est ça en fait, on a même l'impression qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves encore que l'autisme que des parents rencontrent dans le processus d'éducation de leurs enfants. Il faut rentrer dans le quotidien de chaque parent et de chaque enfant pour comprendre qu'il y a un véritable enfer que certains parents vivent avec leurs enfants sans que cela n'ait rien à voir avec justement l'autisme. Je voudrais d'abord condamner un peu ce que le futur papa disait tout à l'heure en ce qui concerne son fameux spécialiste qui a dit attention madame, armez-vous, il faut être forte. Non, je crois que c'est une attitude qui est très peu recommandable lorsque justement une femme arrive avec son enfant et qu'il a besoin de réconfort. Il faut d'abord il faut relativiser, c'est ça le concept. Il faut d'abord relativiser le problème. Ça peut la conditionner et la mettre, n'est-ce pas, en situation moins alarmiste, de façon à ce qu'elle se mette, mais ensuite la positionner en combat. C'est-à-dire que par la suite lui dire voici ce que tu devras faire et pour cela il faudrait tenir dans ceci et dans cela. Bien, écoutez, le problème de l'autisme a été à un moment donné, il a même été pas du tout reconnu dans notre pays, parce qu'en fait on ne savait même pas très bien de quoi il s'agit, on l'assimilait à tout simplement certains petits troubles que les uns et les autres. On a même jusqu'aujourd'hui sur le plan culturel tendance à penser que c'est des considérations des gens. D'ailleurs, vous suivez mon regard, voilà, vous suivez mon regard, parce que on a même eu à un moment donné à penser que cet enfant qui est enfermé dans son environnement tout seul, n'est-ce pas, il possède certains esprits, entre guillemets. Bon, je ne vais pas aller jusque-là parce que le mot posséder est très fort pour ceux qui sont des églises modernes et tout cela. Bon, on a l'impression qu'à partir du moment où il échange avec des êtres qui sont invisibles, c'est ce qui justifie d'ailleurs son comportement, forcément sur le plan des convictions culturelles, il est en relation avec ces êtres. Et ça, un des grands maîtres disait que l'Africain, enfin, dans la structuration de sa personnalité, est un être pluridimensionnel. Donc l'enfant qui est tout petit, qui devrait être au stade microcosmique, c'est-à-dire au plus petit stade, se retrouve pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler le stade métacosmique. C'est-à-dire que de l'être qu'il est, il communique déjà avec des êtres d'un univers où ne peuvent communiquer que des personnes d'une certaine adultité. Cette philosophie est très bonne et même rejoint une approche occidentale qui voudrait que les enfants autistes en fait soient des enfants précoces.
Vous allez donc aller et convenir avec moi, la science l'a prouvé aujourd'hui, que les grands mathématiciens du monde, en fait, ont été dans l'histoire de leur vie d'une façon ou d'une autre, autiste. Un enfant autiste, tout simplement, c'est cet enfant qui a développé dès le plus bas âge ou qui, depuis le plus bas âge, a sur le plan génétique des facultés de concentration extrêmement développées, si bien que la concentration dont vous et moi avons besoin à un moment donné pour développer une certaine faculté, une certaine intelligence pour réussir à résoudre certains problèmes, ça l'enfant autiste, lui, il a depuis le plus bas âge. En d'autres termes, les moments où il se coupe avec le monde extérieur, c'est pour développer un monde propre à lui et dans lequel il trouve des solutions précises à ses problèmes. Bon, détaché du monde parce que il ne réagit pas comme nous on souhaite qu'il soit réagi. La preuve, la maman dit, elle est embêtée lorsqu'elle entre dans un taxi et qu'il faille langer l'enfant de façon que me dit le regard de l'autre. Mais si à un moment donné, vous coupez le regard de l'autre et que vous vous enfermez entre vous, vous allez vous constater que c'est un enfant tout à fait normal. C'est parce qu'on se pose des questions sur ce que l'autre pense de ce que mon enfant est et qu'on pense que notre enfant n'est pas normal, il est simplement un enfant malade. Mais à la fin, sans le regard des autres, cet enfant est-il vraiment malade? Le temps de l'acceptation peut être très long, mais l'amour d'une maman, on en a la preuve aujourd'hui avec Daniel, peut soulever des montagnes. Vous êtes bien sûr Sacré Parents, futur papa, je t'écoute. On va lancer les petits génies dans une seconde seulement. Vos enfants font des exploits à la maison, des vidéos que vous capturez, que vous voulez partager avec nous. N'hésitez pas sur la page Facebook, il vous suffit de taper Sacré Parents. On va y aller dans une seconde. C'est bon, maman Élise. C'est très très bon. Tu vas simplement nous rappeler de quoi nous avons eu besoin pour nos pommes, notre ragoût de pommes aux légumes. C'est clair, on a eu besoin de pommes. Oui, tu as mis le sucre dedans. Comme quelqu'un disait il y a quelque temps, il faut acheter les pommes de terre au marché quand c'est encore la terre. Oui, quand c'est la terre. Alors de quoi on a eu besoin, maman Le tout n'est pas d'avoir la terre, il faut que cette pomme soit fraîche. Il faut qu'elle soit fraîche. Et quelle est la terre? On n'achète pas les pommes qui sont propres là. Vraiment, prenez ça quand c'est encore la terre. De quoi on a eu besoin pour notre On a eu besoin effectivement de pommes. Nous avons acheté des pommes de 500. Un peu de viande hachée pour 500 francs. De la tomate. Maman Élise, il y a les pommes de 200. Il peut avoir pour 200. Oui, il suffit d'être bon parleur au marché. Tu auras même pour 100 francs. Pommes de terre.
carottes, haricots verts, oignons. Pour un bon ragoût de pommes appétissant qu'on se fera un plaisir de déguster dans quelques minutes seulement. Tout d'abord, je vais retrouver Daniel et Monsieur Maurice Somo. Daniel, je reviens avec toi. Oui, Monsieur Somo, nous avons traversé le moment nous avons traversé le moment de l'acceptation. Alors aujourd'hui, comment se passe ton quotidien? Aujourd'hui, je dirais, je vis une nouvelle forme de parentalité, de celle connue par tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, à 5 ans, Jonathan, quand on l'appelle, il vient, il regarde, bisous, il vient, il fait bisous, il mange tout seul, la propriété est là, Popo est là, et les consignes, il les exécute, mais il faut qu'elles soient très courtes. Va chercher ça, il va chercher, mais il ne pourra pas dire, va garder à la chambre. Donc, pour en arriver là, ça a été beaucoup de travail, répétition. Vous pouvez faire quelque chose 1000 fois, mais il ne faut pas compter. C'est-à-dire, pour qu'on dise, Jonathan, pour qu'il arrête la cuillère, on le faisait avec ses mains. À un moment donné, j'ai compris, si tu peux arrêter ma main, donc tu peux arrêter ta cuillère. Voilà. Bien évidemment, on est accompagné par des spécialistes, on fouille Internet, on voit comment ça se passe. Je vais juste soulever un point. Quand on a un enfant qui a, j'appelle ça maintenant des enfants spéciaux. Voilà. Quand on a un enfant qui a des besoins, il ne faut pas avoir pitié. C'est-à-dire, des fois, l'enfant a des caprices. Mais vous allez penser, non, c'est parce qu'il est autiste. Non, des fois, il faut le taper. En fait, je vais dire, moi, des fois, je corrige quand ça ne va pas. Donc, il ne faut pas se laisser emporter. Il faut être ferme quand il le faut. Et du coup, c'est comme ça. Ils comprennent à la fin. Ils savent que ça, c'est... Moi, quand je soulève la main, Jonathan sait que là, maman va taper. Il comprend. Donc, pour dire que, il ne faut pas dire que non, il est autiste, il ne comprend pas. Il y a des choses, voilà. Comme le docteur l'a dit, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils finissent par comprendre. Le mot répétition va revenir autant de fois que possible. Donc, vous pouvez exécuter une action autant de fois, mais un matin, tout seul, il va se lever, aller prendre le gobelet. Ça fait 3 jours qu'il boit la bouteille, mais pour qu'on essaie de lui faire boire au niveau de la gourde, ça n'allait pas. Mais je pense qu'à force de faire du genre, quand il apporte sa gourde, on dépose. L'enfant autiste est conditionné par le besoin. Quand il a un intérêt, il est prêt à tout. Mais il faut le stimuler. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je souhaitais avoir un enfant qui me dit, maman, tu es rentrée du travail. Mais à un moment donné, on se dit, j'aurais pu avoir pire. Et depuis que je suis un peu dans ce domaine-là, je vois des enfants, pour revenir à vous, docteur, et je découvre des maladies, IMC, pour moi, si j'ai un enfant IMC, je ne sais pas comment je réagirais. Je sais que je serais encore plus triste. Mais il y a des enfants IMC, il y a des enfants drépanocytaires, vous imaginez. L'enfant autiste drépanocytaire, c'est carrément... Donc, vous dites que, voilà, vous relativisez. Et il faut toujours regarder ce qui est positif chez les autres. Ils sont éducables. En 3 ans de travail, je peux confirmer que non, il a appris. Aujourd'hui, il fait du gribouillage, c'est pas ça, mais pour qu'il arrête le crayon, ça a été dur. Mais aujourd'hui, dès qu'on donne la feuille, si peut-être il ne sait pas quand vous dites gribouille, mais on dit gribouille. Donc il ne faut pas cesser de lui parler parce que vous pensez qu'il ne comprend pas, mais ils finissent par accumuler. Tout est dans le suivi. Tout est dans le suivi, en fait. Oui, absolument, tout est dans le suivi. L'enfant, c'est quoi? C'est le conditionnement continu et permanent. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il se développe, il se structure une certaine personnalité et c'est cette personnalité qui détermine ses comportements. Vous allez me dire qu'on parle beaucoup plus d'autistes chez les enfants. Pourquoi on n'en parle pas chez les adultes? Justement. Tout simplement. Les adultes. C'est vrai que chez les adultes, on va parler de schizophrénie, on va utiliser un autre concept pour spécifier ces personnes qui s'enferment dans leur bulle et dans leur univers. Sauf que chez les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, par le processus d'éducation, eh bien, n'est-ce pas, il y a un certain nombre d'attitudes qui cèdent le pas à des comportements et puis progressivement, ils partent de la structure d'anormalité pour être des enfants presque normaux et finalement des enfants normaux. Maintenant, à quel moment est-ce que cette transformation se passe? Ça va être donc différent d'un enfant
à un autre, en raison d'abord de la profondeur génétique de la pathologie, ensuite des moyens qui sont mis à contribution pour son éducation, c'est-à-dire que des moyens humains, comme d'ailleurs des moyens matériels. Elle, par exemple, elle est jeune parent, donc sûrement instruite, telle que je semble le constater là maintenant, donc suffisamment avertie, donc prête à prendre des initiatives pour combattre contre cette forme. Par contre, ceux des parents qui, sur le plan culturel, sont déjà bloqués, donc convaincus que c'est des enfants du soleil, c'est des enfants de la lune, c'est des enfants de X et Y. Donc cet abrutissement culturel va faire qu'ils vont se sédentariter dans une posture de résignation. Et donc, on va abandonner l'enfant à son triste sort. Bon, d'autiste qu'il était, il va s'y enfoncer profondément et puis plus tard développer une sorte de schizophrénie, puis plus tard une psychose. L'enfant devient plus tard un malade mental. Il y a des enfants qui oui. J'ai une question. Oui. De mes relations, de mes discussions avec les autres psychothérapeutes et thérapeutes qui suivent l'enfant, on me dit l'autisme c'est pas comme une gangrène, un abcès que vous avez. Vous naissez autiste, mais maintenant les comportements que vous avez peuvent diminuer selon qu'on travaille ou pas. Donc maintenant, quand on dit adulte, c'est pour revenir au futur papa. Même étant, il y a des adultes autistes. Seulement qu'on parle plus d'autisme chez les enfants parce que c'est à partir de cet âge, si je me trompe, docteur, c'est à partir de cet âge qu'on constate. Mais en fait, ça ne finit pas. En fait, ça ne finit pas, vous restez. Mais maintenant, vous allez voir un autiste, comme il y a l'autiste adolescent, il y en a qui sont les autistes Asperger, je crois, qui sont mariés avec des enfants, des familles. Donc, il y a des niveaux. C'est pas juste un truc qui disparaît dès qu'on a l'âge de 10 ans. Non, en fait, vous êtes autiste. Donc, du coup, il y a des choses qui sont pas possibles comme chez les autres personnes. Donc, c'est pas autiste enfant, autiste. Ça va? Absolument. C'était pas trop une question, je ne sais pas trop où la situer, mais j'aimerais savoir où est-ce que le docteur a appris à si bien exposer les choses. Parce que quand moi je suis sorti de l'hôpital, je vous assure, j'étais quand même un peu froussard à l'idée que ça pourrait m'arriver. Mais là, quand j'écoute le docteur et que j'écoute également l'expérience de Daniel, je me dis... mais c'est tout bénéfique d'avoir un enfant autiste. Il n'y a rien à s'alarmer. Déjà, d'après les recherches également que j'ai pu faire, c'est que ce sont des enfants qui ont un quotient intellectuel des fois très très élevé. Lorsqu'on travaille. Justement, lorsqu'on travaille. Si vous ne travaillez pas, il ne va rien développer en fait. Lorsqu'on a la chance d'avoir un parent comme Daniel et futur papa, comme moi peut-être aussi. Super sacré maman. Donc lorsqu'on a cette occasion... Il n'y a aucune crainte à avoir un enfant autiste. Et donc, à écouter le docteur, vraiment tout semble beau, tout semble magique. Non, elle a utilisé un concept qui, à mon sens, est approprié aujourd'hui. Il est même moderne. On ne parle plus d'enfants autistes en réalité. On parle en général d'enfants à besoins spéciaux ou bien d'enfants à besoins spécifiques. Pour chaque enfant qu'il naît, il faut déterminer la nature de son besoin. Les enfants autistes sont donc des enfants qu'il faut catégoriser comme à besoins spécifiques parce qu'ils ont besoin d'une éducation particulière. Hein? Il y en a qui ont d'autres types de besoins. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on aille vers ce qu'on appelle une certaine normalité. C'est-à-dire que là, on a fixé la barre de la norme. Il faut que les enfants... Et effectivement, on a même l'impression que certains enfants qui sont hyperactifs sont des enfants à problème. Ils ne sont pas autistes. Et pourtant, ils ne sont pas autistes. Vous comprenez? Donc, il est donc normal qu'à un moment donné, qu'il y ait, et ça la science a développé, des stratégies et des choses, des attitudes à partir desquelles un enfant peut sortir progressivement de son enfermement autiste pour une attitude qui est, ma foi, tout à fait normale. Donc, à vous, votre enfant, lorsqu'il va naître, si... il va naître. Si moi, j'ai l'impression que vous le dites avec un peu beaucoup d'hésitation. C'est comme l'enfant de l'autre, on attend l'enfant, il ne vient pas. Bon, alors, quand il naîtra, si dès les premiers moments, vous êtes plus averti que l'autre, et Daniel peut-être à l'époque ne s'est pas très vite posé ces questions,
heureusement, elle a rattrapé aujourd'hui. L'enfant à 5 ans pose déjà un certain nombre d'actes. Naturellement, donc, vous comprendrez qu'il y a un certain nombre de mesures que vous devriez être amenés à prendre sur la base de ce que vous avez eu comme enseignement aujourd'hui. Oui, même si j'ai encore une petite inquiétude, la dernière, vraiment la dernière. Comment je fais? Parce que, est-ce que c'est possible de s'occuper de son enfant quand on est seul? Est-ce que Daniel, par exemple, est seul à le faire? Ou il y a d'autres, peut-être un monsieur à côté d'elle pour l'aider? Laisse ça, c'est la femme, elle n'est pas seule. Est-ce qu'elle est seule? Elle te dit qu'elle n'est pas seule. Répondre à la question. C'est quoi ton problème? Non, mais vous voulez l'aider à... Tout est possible, tout est possible. Non, je comprends le sens de la question. Ah, d'accord. On ne peut moi, pas... j'ai rien compris. On ne peut pas s'occuper d'un enfant autiste seul. On ne peut pas s'occuper d'un enfant autiste seul parce qu'on a une vie professionnelle qui est derrière. Il faut chercher de l'argent, bien évidemment. Quand vous partez, donc ça rejoint encore la question de... Ça pose le problème de l'encadrement de l'enfant autiste. Il faut pouvoir sensibiliser tout le monde autour de soi. Voilà. Et la nounou, et la famille, et les copines, parce que vous n'allez pas vivre avec votre enfant à la maison serré, collé du matin au soir. Donc, il y a une petite sensibilisation chaque fois. Si je vais déposer chez les parents, je dis, papa, maman, voilà, Jonathan, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Et vous le laissez, c'est la jungle. Peut-être en situation où personne ne communique avec lui comme maman, il développe. Absolument. Et je ne dis même pas Absolument. peut-être, ça a toujours été ça. C'est chaque fois qu'il se retrouve là où je ne suis pas là, au nouvel il environnement. développe. Chaque fois qu'il revient, il fait d'autres choses. Parce que maman n'est plus là pour jouer sur le regard et autres. Donc, il faut juste sensibiliser tout le reste des personnes et l'envoyer. Il faut sortir. Il faut vraiment sortir avec l'enfant. Aujourd'hui, Daniel, tu as créé, tu es à la tête d'une association que tu as créée. On va également en parler. Sur la base de quoi tu crées cette association? Sur la base dans les 2 ans, 7 mois, j'ai besoin de parler de ce que je vis avec quelqu'un. Bon, les copines, ça va aller, mais c'est pas ça. Je veux quelqu'un qui vit la même chose que moi. Je n'en trouve pas, puisque tout le monde est caché avec son enfant. Chacun garde ses choses à la maison. Bien évidemment, au Cameroun, personne ne veut montrer les défaillances de son enfant. Je vais sur Internet, je me rends compte qu'il y a des forums. Autisme Canada, Autisme Montréal, même ici, à la sous-région, le Nigeria. J'en ai les forums, des mamans disent, voilà, comment vous faites, par exemple, pour qu'il dorme? Je dis, mais attends. Nous, on n'a rien. J'ai fouillé Internet. Du coup, je crée la page Facebook d'abord. L'émotion de l'autisme. J'ai créé la page Facebook. Je me rends compte qu'il n'y a pas que les Camerounais qui adhèrent. Sénégal, Mali. Bref, tous les pays africains se retrouvent parce que je fournis un contenu adapté aux Africains. L'autisme vu par les Blancs, c'est pas les Européens. C'est pas comme... Voilà. Alors, on se dit, mais il y a des Africains qui vivent aussi ça. Est-ce que quelqu'un peut parler de l'autisme sans qu'on lui dise que ton enfant est sorcier? Du coup, vous voyez des gens qui viennent et like la page. Après la page, on a envie de créer un événement, une conférence. Et pour créer une conférence, il faut avoir les autorisations. Alors, je me dis, association, est-ce que je pourrais? Est-ce que je peux? Je fonce. Et voilà, ça a pris le temps. L'association est née. Et dès que l'association est née, j'ai changé carrément de vision. La vision que j'avais avant, juste de sensibilisation, je ne l'ai pas mise de côté, mais j'essaie de l'axer sur l'éducation. Mais maintenant, le travail de l'association, non pas le travail, l'objectif de l'association, c'est juste de créer une plateforme de communication et de présenter au monde l'autisme vu et vécu par nous. Cette émission touche à sa fin. Le repas est prêt. Notre ragoût de pommes est prêt. On va se régaler. Mais avant, je vais vous demander à tous les deux un mot de fin. Je vais commencer par le spécialiste, Monsieur Maurice Somo. Un mot de fin. Bien. Je voudrais, à l'endroit des parents, n'est-ce pas, qui ont des enfants autistes, leur dire que le fait d'avoir un enfant autiste n'est pas un choix, ni une fatalité non plus. C'est tout simplement que cet enfant qui arrive a des besoins qui sont précis et a besoin d'une prise en charge précise. Parfois, c'est, comme disent les autres, entre guillemets, c'est une bénédiction.
c'est parfois une occasion pour se prouver à soi-même qu'on est véritable parent, qu'on est vraiment un parent et qu'on est capable de faire face à un problème réel d'éducation de l'enfant. L'optimisme, c'est un mot qui te décrit très bien. Tu es quelqu'un de très optimiste. Daniel, aujourd'hui tu es une maman, on va dire, épanouie. Tu as dépassé certaines choses, tu te rends très bien de ton fils. Alors qu'est-ce que tu conseillerais aux autres parents d'enfants autistes aujourd'hui? Je conseillerais aux autres parents d'être ouverts, mais avec le temps, j'ai appris, je pense, on va toujours arriver au même problème. Les parents vont beau avoir le courage qu'il faut. Tina, les institutions n'accompagnent pas. Et il faut le dire clairement, on a beau arriver, on a beau avoir la force, on a beau avoir ceci, c'est épuisant financièrement. C'est épuisant parce que l'autisme ne choisit pas la famille dans laquelle elle entre. Même quand vous avez des parents qui viennent à l'atelier, qui ont un revenu presque insuffisant, ils veulent bien, mais les enfants autistes sont éducables, mais il n'y a pas d'institution qui soit abordable à tous ces enfants. C'est freiné. En fait, c'est un côté qu'on a oublié. Comme je redis, ça, c'est du domaine du privé. Et quand on dit privé, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, j'adresse toujours et toujours un message aux institutions, à l'État. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils veillent sur nous, mais de grâce qu'ils essayent d'ouvrir. Si on réglemente les institutions, c'est-à-dire les collèges, j'ai appris qu'on ferme souvent des collèges qui sont pas, comment je peux dire ça? Voilà. Mais on peut aussi créer des structures pour les enfants en situation de handicap ou spécialisées. Il y a l'école de braille, il y a l'école de ceci. Les enfants autistes ont besoin de ça, plus que tout le monde, et à des coûts raisonnables. Je peux être fière aujourd'hui, mais parce que j'ai la possibilité. Il y a des parents qui n'arrivent pas à manger. Vous allez prendre 500 000 € par mois pour vous occuper de votre enfant. Donc, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'autisme. Mais maintenant, quand vous savez, qui vous accompagne? Personne. Donc, pour moi, je dis, c'est bien beau les parents, mais l'État doit nous accompagner. Voilà, c'est tout. À son niveau, merci. Il doit faire. Lise, Vraiment, surtout que bientôt, j'arrive, mon enfant arrive bientôt, donc merci vous avez intérêt à vous organiser. Cette émission s'achève ici. Mon enfant est autiste, c'était le thème du jour. On va se donner rendez-vous très bientôt. Pour l'instant, on se dit au revoir. Sacrés parents pour des enfants sacrés.